Je vécus dans ce sépulcre aérien pendant près de 3 ans, travaillant nuit et jour sans relâche, avec tant de plaisir que l'étude me semblait être le plus beau thème, la plus heureuse solution d'une vie humaine. Le calme et le silence nécessaires aux savants ont je ne sais quoi de doux, d'enivrant comme l'amour. Le bureau chétif sur lequel j'écrivais et la basane brune dont il était couvert, mon piano, mon lit, mon fauteuil, les bizarreries de mon papier de tenture, mes meubles, tous devinrent pour moi d'humbles amis, les complices silencieux de mon avenir. Que de fois, en les regardant, je leur ai communiqué mon âme. À force de contempler ces objets, je leur trouvais une physionomie, un caractère, et ils me parlaient souvent. Si par-dessus les toits, le soleil couchant me jetait à travers mon étroite fenêtre une lueur furtive, ils se coloraient, ils avaient des caprices, ils pâlissaient, brillaient, s'attristaient ou s'égayaient, me surprenant toujours par une multitude d'effets originaux. Ces menus accidents de la vie solitaire échappent aux préoccupations du monde, mais ils sont la consolation des prisonniers. Or, j'étais emprisonné par une idée, captivé par un système, mais soutenu par la perspective d'une vie glorieuse. J'avais entrepris 2 grandes œuvres. D'abord, une comédie. Elle devait me donner en peu de jours une renommée, une fortune, et l'entrée de ce monde où je voulais reparaître en homme remarquable. Vous avez tous trouvé mon chef-d'œuvre une véritable niaiserie d'enfant, la première erreur d'un jeune homme qui sort du collège. Vos plaisanteries ont détruit de fécondes illusions qui, depuis, ne se sont plus réveillées. Mais toi seul, mon cher Émile, as calmé la plaie profonde que d'autres firent à mon cœur. Tu admiras ma théorie de la volonté. Ce long ouvrage, pour lequel j'avais appris les langues orientales, l'anatomie, et auquel j'avais consacré la plus grande partie de mon temps, œuvre qui, si je ne me trompe, doit compléter les travaux de Lavater, de Gall, de Bichat, en ouvrant une nouvelle route à la science humaine. Là s'arrête ma vie, cette vie secrète, ce sacrifice de tous les jours, ce travail de ver à soie inconnu au monde et dont la seule récompense est peut-être dans le travail même. Gourmand, j'ai été sobre, aimant et la marche et les voyages maritimes, désirant visiter plusieurs pays, trouvant encore du plaisir à faire comme un enfant, ricocher des cailloux sur l'eau, je suis resté constamment assis, une plume à la main. Bavard, j'allais écouter en silence les professeurs au cours public de la bibliothèque et du muséum. J'ai dormi sur mon grabat solitaire comme un religieux de l'ordre de Saint-Maur, et la femme était la seule chimère, une chimère que je caressais et qui me fuyait toujours. Pendant les 10 premiers mois de ma réclusion, je menais la vie pauvre et solitaire que je t'ai dépeinte. Mais après ce temps, pendant lequel l'hôtesse et sa fille espionnèrent mes mœurs et mes habitudes, examinèrent ma personne et comprirent ma misère peut-être, parce qu'elles étaient elles-mêmes fort malheureuses, il s'établit quelques liens entre elles et moi. La petite Pauline, cette charmante créature dont les grâces naïves et secrètes m'avaient en quelque sorte amené là, me rendit quelques services qu'il me fut impossible de refuser. Toutes les infortunes sont sœurs, elles ont le même langage, la même générosité. La générosité de ceux qui, ne possédant rien, sont prodigues de sentiments, paient de leur temps et de leur personne. Je vis la mère elle-même raccommodant mon linge et rougissant d'être surprise à cette charitable occupation. Malgré moi, je devins leur protégée, j'acceptais leur service. Pouvais-je résister à la délicate attention avec laquelle Pauline m'apportait, à pas muet, mon repas frugal, quand elle s'apercevait que depuis 7 ou 8 heures, je n'avais rien pris? Avec les grâces de la femme et de l'enfance, elle me souriait, me faisait de la main un signe pour me dire que je ne devais pas la voir. C'était Ariel se glissant comme un sylphe sous mon toit et prévoyant mes besoins.